Merci infiniment. Au début, j'avais voulu intituler mon sujet Le pédiatre le pédiatre en Afrique. Je voulais qu'on parle de Mamadou Pathé Diallo, de Tahar Lahrache, Sehloul, Laraba, André Moussavou, Marguerite Timité, Marouf Keïta, et puis j'en oublie. Les gens que j'ai côtoyés qui ont bâti la pédiatrie africaine actuelle. Et malheureusement, quand je suis allé regarder sur ce qui a été écrit sur ces gens, rien n'a été écrit. Tout ce qui a été écrit sur la pédiatrie africaine ou les pédiatres africains, c'est écrit sur l'Afrique du Sud. Donc je me suis dit, je vais parler de la pédiatrie en Afrique au lieu de parler du pédiatre africain. Est-ce que je peux avoir les diapos, s'il vous plaît? Il faut que je sorte d'ici. Joseph, tu m'as coincé le... Ouah. Donc, à défaut de parler des pédiatres, parce que je ne trouve pas suffisamment de références pour ne pas écorcher leurs travaux, je me suis dit, je vais parler un petit peu de la pédiatrie africaine et qu'est-ce qu'on attend surtout. Parce que si je vous dis que la pédiatrie africaine, il y a beaucoup plus de mortalité néonatale et pédiatrique, ce n'est pas un scoop, on le sait. Mais quel est l'avenir de la pédiatrie? Non, c'est l'autre. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est l'encéphalopathie. Hein? Mais je l'avais déjà donné. La clé USB ne me l'a pas rendue. Donc, je lui ai déjà donné. Hein? Je l'ai déjà donné à Arabia, oui. Donc, c'est exactement... Non, c'est pas celle-là. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de parler de la pédiatrie de demain, la pédiatrie africaine de demain. C'est-à-dire en partant de celle qui existe actuellement, dans laquelle on sait tous que 52% de mortalité pédiatrique et néonatale se situe en Afrique subsaharienne. C'est connu. On sait tous également qu'à partir de entre 1990 et 2018, les statistiques montrent qu'il y a une baisse significative de la mortalité périnatale, que la mortalité néonatale baisse, que la mortalité pédiatrique baisse. Bien sûr, on n'arrive pas encore à atteindre les ODD, les objectifs de développement, qui sont prévus pour 2030 aux environs de 12 à 20 pour 1000 naissances. Mais il y a une tendance vers cette évolution-là. On sait aussi que la pédiatrie africaine est victime de pas mal de choses. Première des choses, plusieurs défauts, il manque des moyens directs à la pédiatrie, des moyens directs à la médecine. Il n'y a pas suffisamment de médecins, pas suffisamment de sages-femmes, pas suffisamment d'infirmières, pas suffisamment de soignants dans le sens global du mot. Et ça bien sûr, ça apporte un préjudice à la pédiatrie africaine. Il y a eu, bien sûr, énormément de... Oui, c'est ça. Voilà, donc je passe là-dessus. Ça, je vous ai déjà dit. Toc. Ça, c'est la tendance qu'on voit. Bien sûr, il y a une baisse. Elle est moins importante que dans les autres zones, mais c'est une baisse qui est entamée. C'est une baisse qui est en évolution avec le peu de moyens, particulièrement les moyens soignants, et il n'y en a pas beaucoup. On sait que le taux de mortalité, vous voyez le taux de mortalité entre 2009 où toute l'Afrique était complètement noire, c'est-à-dire qu'on se situe dans une zone incroyablement, où le taux de mortalité est très élevé, il y a un éclaircissement avec une mortalité qui est en baisse de manière considérable. Bien sûr, ce n'est pas toujours la faute des autres. Il y a une partie de notre faute, parce que quand je parle aux gens, on me dit « Ah bah oui, il y a une partie du colonialisme. » C'est vrai, mais on ne peut pas tout rejeter sur le colonialisme. On ne peut pas rejeter tout sur le passé.
Il faut qu'on avance, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. C'est vrai qu'en 1906, il y a eu la création de l'école de médecine de l'Afrique occidentale française. Et c'est vrai qu'elle était euh, réservée exclusivement pour les Africains. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de former des médecins auxiliaires, des vétérinaires auxiliaires, des infirmiers auxiliaires. Ils n'ont pas de diplôme de docteur. Ils ne peuvent pas exercer en métropole. Ils n'ont pas de diplôme de médecin au sens réel du mot, parce qu'ils ne peuvent même pas exercer chez eux en tant que médecin, puisqu'ils ne peuvent voir que les indigènes. Ils ne pouvaient pas consulter les Européens ou assimiler aux Européens chez eux. Par exemple, je parle de Sénégal. Dakar, c'était là où il y avait la première faculté de médecine. Et qu'est-ce qu'il disait, Lyautey, en 1903? Il disait qu'il faut organiser le corps de santé colonial de manière à faire quoi? À ce que la médecine doit avoir un effet positif de l'expansion coloniale. Ça veut dire que quand on va dans un endroit, il faut aller avec, bien sûr, l'armée, mais surtout avec un médecin. Et le médecin, il véhicule quoi comme image? Il véhicule l'image il anoblit d'abord le colonialisme, en quelque sorte, et il véhicule cette image de le médecin est compris comme une mission d'action. C'est-à-dire qu'on vient avec un médecin pour à la fois vous soigner, mais en même temps, bien sûr, pour autre chose. Mais on ne peut pas non plus rester uniquement sur ça. Il y a eu une formation dont l'objectif, bien sûr, de former ce qu'on appelle les amis, c'est-à-dire ce sont les aides médecins indigènes qui apprennent à faire les soins courants, la vaccination, la petite chirurgie. Et il y a eu même la création d'un ordre de l'AMI, c'est-à-dire un ordre des aides médecins indigènes qui s'occupent des soins, qui s'occupent en même temps, ils étaient utilisés comme informateurs et en même temps comme propagateurs de la civilisation de l'époque. Il y a eu naturellement la création des hôpitaux, on ne peut pas le nier, et bien sûr, cette possibilité-là est limitée de la médecine africaine à l'époque. Parmi les personnes qui ont fait des études de médecine en Afrique, vous connaissez tous Félix Houphouët-Boigny, qui était président de la Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont bons, et qui a fait, bien sûr, la prestigieuse école de Dakar, qui a fait l'école de médecine de Dakar. Et comme l'école de médecine de Dakar se faisait en 4 ans, plus 2 ans de l'école d'admission, enfin ce qu'on appelle l'école préparatoire de l'époque, à ce moment-là, il n'avait pas de diplôme de médecine. Quand il était en France, donc il ne pouvait pas exercer son art médical qu'il a appris, donc il était auxiliaire médecin lui aussi, avant d'être un libérateur. Donc il faut chercher une solution, pas uniquement dans le passé, mais une solution médicale. Il ne faut pas se contenter d'une solution médicale pour un problème qui est beaucoup plus complexe. L'OMS recommande que chaque pays doit disposer de 44,5 médecins et sages-femmes, c'est-à-dire soignants pour 10 000 habitants. On est loin du compte. Même en France, on est loin du compte parce qu'on n'arrive pas à ce chiffre-là. Alors, quand on regarde, par exemple, le nombre de médecins généralistes en Afrique, vous voyez qu'il y a un déficit considérable, particulièrement, le déficit est marqué un peu partout. Il est moindre au sud et au nord par rapport au centre, par rapport à l'est et par rapport à l'ouest. Quand on regarde bien sûr le nombre d'infirmières et de sages-femmes, vous voyez, c'est un tout petit peu mieux, mais c'est guère mieux que le manque d'infirmiers, donc le nombre de médecins. En France, la même chose, vous voyez très bien qu'il y a une diminution de la mortalité qui était considérable, en Europe d'ailleurs aussi, et là les choses stagnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive probablement à un seuil. Donc nous, en Afrique, on est encore en dessous de ce seuil, et il faut qu'on arrive au moins à ce seuil des Européens. L'objectif, c'est de quoi? C'est de réduire la mortalité périnatale. Pour réduire la mortalité périnatale, il faut commencer par l'éducation. Donc, on regarde, bien sûr, vous voyez l'évolution de l'éducation de 1990-2017. Là, ce qui est foncé, c'est mieux par rapport à ce qui est clair. Donc, il y a bien sûr des progrès au niveau de l'accès à l'éducation. Au niveau de la scolarisation, essentiellement primaire, vous voyez qu'il y a également des progrès qui ont été faits. Dépenses de santé en fonction de pourcentage du PIB. Vous voyez, il n'y a pas de mystère. Là où la santé est développée, il y a énormément de dépenses de santé qui sont faites, en particulier financiers. On voit par exemple l'Afrique du Sud, un petit peu l'Afrique du Nord, mais les autres pays, bien sûr que la part du PIB qui est consacrée à la santé est encore faible.
Il y a un autre problème pour lequel on peut, nous, faire quelque chose, c'est l'index de fécondité ou l'indice de fécondité. On voit bien que là où il y a une mortalité qui est très élevée, vous avez un indice de fécondité qui est extrêmement élevé. Il est en train de stagner. Vous voyez la courbe marron en Afrique. Il est en train de stagner et il baisse partout dans le monde, particulièrement en Asie, mais il se stabilise. Donc, il n'a pas entamé de baisse. Et je pense que quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut probablement privilégier la qualité des soins qu'on donne aux enfants qu'un nombre d'enfants considérable. N'empêche que le nombre d'enfants considérable a également un avantage. Quand on regarde cette étude qui est faite, je pense, en 2010, si mes souvenirs sont bons, et qui est basée sur une étude qui est basée sur une analyse des données par un logiciel style intelligence artificielle où on rentre un certain nombre de données pour aboutir à quoi? Pour savoir quelles sont les raisons de la mortalité périnatale et néonatale en dehors des causes médicales. Et là, c'est basé sur comment on appelle ça, une enquête qui est faite auprès d'un certain nombre de mamans qui avaient accouché dans les 5 ans précédents. En leur demandant, toutes les femmes qui ont accouché pendant les 5 ans précédents, ça concerne 10 pays d'Afrique subsaharienne, donc le nombre d'enfants qu'ils ont eu au cours des 5 dernières années, le nombre de décès, le nombre d'enfants qui sont décédés à 1 an, à 2 ans et à 5 ans. On voit quoi? On voit par exemple que quand le nombre, les membres de la famille, quand il y a beaucoup de membres de la famille, c'est-à-dire quand il y a une famille qui est assez large, on s'aperçoit que la mortalité néonatale est plus basse. Ça veut dire plus la famille est large, ce n'est pas le nombre d'enfants, c'est la totalité. Quand il y a les parents, les grands-parents, les tantes, et ainsi de suite, tout le monde, il y a une famille qui le nombre dépasse 5 membres par famille, vous avez une baisse de la mortalité. Et quand on voit que le nombre de personnes qui vivent sous le même toit est inférieur à 5, il y a une mortalité qui est élevée. Mais en même temps, on s'aperçoit que quand le nombre de membres est inférieur à 5 sous le même toit, assez souvent, ce sont des femmes isolées, toutes seules. Et c'est pour cela qu'il y a une mortalité qui est plus élevée dans les familles qui sont peu nombreuses. Autre élément, ça c'est le nombre de proportions de femmes qui rapportent le décès d'un enfant dans les 5 années précédentes. On voit en bleu la mortalité néonatale, en orange la mortalité des enfants, en vert la mortalité des enfants de moins de 2 ans. Vous voyez qu'il y a une diminution en fonction du temps. En fonction du temps, ils existent, mais il y a une diminution significative. Et ça, c'est partout. Vous voyez les noms des pays, le Burkina, le Congo, enfin un peu partout. Et on voit la même tendance partout. Quand on regarde, par exemple, la mortalité néonatale et le nombre de naissances par la femme qui est auditionnée, le nombre de naissances qu'elle a eues au cours des 5 dernières années, on s'aperçoit que finalement, il y a un cut-off aux environs de 2,53. Vous avez une femme qui a eu 2 enfants, au-delà de 2 enfants au cours des 5 dernières années précédentes, il y a un taux de mortalité néonatale qui est considérable, parce que les autres, ils étaient encore en bas âge, et elle ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Donc ça, c'est un levier sur lequel nous, on peut agir en tant que pédiatre. Voilà, ça, je vous ai parlé du nombre de personnes qui vivent sous le même foyer. Pour conclure, en 2050, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. Ça veut dire que pratiquement 30% ça sera des enfants de la pédiatrie, c'est-à-dire qu'ils auront moins de 15 ans ou moins de 14 ans. Et l'Afrique subsaharienne, donc c'est un boom démographique. Alors c'est une arme, bien sûr, à double tranchant. Naturellement, parce qu'un boom permet toujours d'avancer, mais en même temps, si on ne fait rien, il va reculer, il va faire reculer cette Afrique dont Hassan Affil a parlé tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Voilà, donc je dirais un petit peu comme Hassan, l'avenir est un défi médical, mais pas surtout médical, c'est un défi médical et sociétal. Il y a des leviers sur lesquels on peut agir, nous, en tant que pédiatres, et d'autres qui nous échappent complètement. Par exemple, le PIB, on ne peut pas, nous, intervenir dans le PIB. Je vous remercie.